Alors, ça marche? Oui, ça marche. Bien, bonjour. Je suis sûr de pouvoir parler ici. Je remercie d'abord énormément Françoise Graziani pour son invitation, ainsi que l'Université de Corté, puisque moi c'est un peu mon retour dans mon lieu naturel, puisque je suis né à Bastia. J'habite traditionnellement, ma famille vient d'un petit village à 7 km d'ici, Santo Pietro di Venago, donc je suis, j'ai envie de dire chez moi, puisque je suis ailleurs en exil. Et donc, pour pouvoir parler de Dante en plus, donc c'est véritablement un grand plaisir. Alors un Dante peut-être un peu biaisé par rapport, et pourtant un peu biaisé par rapport à ce qui était dit durant toutes ces journées qui m'ont beaucoup appris, moi qui ne suis que philosophe, et donc évidemment la poésie c'est beaucoup plus vaste. Et pourtant comprendre un petit peu comment Dante est poète, c'est-à-dire philosophe. C'est-à-dire comment, eh bien, écrire la philosophie, c'est peut-être faire de la poésie. Et comment sortir justement d'une espèce de leurre philosophique qui serait de croire que la philosophie ne se fait que par syllogisme, par démonstration certaine qu'elle devrait avoir pour modèle des mathématiques, alors qu'en réalité, elle est une manière de dire les choses. Et dire les choses, c'est là que va se centrer peut-être le problème philosophique de Dante, parce qu'il faut voir que le texte, et moi ce qui m'a beaucoup intéressé justement, c'est le texte poétique quand on est philosophe. On s'intéresse au Convivio, qui est un texte philosophique, au sens noble du terme, on démontre, c'est clair, il y a des citations et des philosophes qui sont suivis, il y a la Monarchia, qui est un texte où il y a des syllogismes, alors là on est encore plus content en tant que philosophe, mais bien sûr, la Divine Comédie, c'est un poème, donc ce n'est pas très sérieux. Or, c'est dans la Divine Comédie qu'est la puissance véritable de la philosophie. Pourquoi? Parce que chaque vers contient... Chaque vers est comme ce qu'on appellerait autrefois, Proust appellerait ça des paproles, une sorte d'enveloppement de choses qui sont des conclusions de raisonnements extraordinairement complexes, qui sont digérés et qui ressurgissent justement dans une seule phrase, dans un seul vers. On dirait aujourd'hui que c'est des liens hypertextes, et souvent on ne fait pas ce lien hypertexte, c'est-à-dire qu'un mot, on croit qu'un mot a un sens. Et un mot a une multitude de sens, surtout à l'époque de Dante, parce que c'est à la croisée d'une série de champs interdisciplinaires qui font qu'il y a dans le vers un épuisement de la philosophie, mais aussi un épuisement de la médecine, un épuisement de champs qui sont des champs métaphysiques, qui sont des champs ontologiques, qui sont des champs théologiques, mais aussi des champs biologiques, médicaux, éthiques, et qui tous se réunissent dans un seul vers avec quelques mots. Et c'est ça que je voudrais voir avec la question de la semence, la semence. Alors qu'est-ce que c'est que cette semence? Alors bon, le désir naturel de savoir, un vers extrêmement connu, donc je le prendrai en français pour plus de comédie, parce que j'ai gardé des textes en français après, je m'en excuse pour mes amis italiens, je m'attendais peut-être avoir besoin de faire du français. J'attends un peu. Alors, un passage extrêmement célèbre de l'enfer. Donc, considérez votre semence, vous ne faites pas fait pour vivre comme des brutes, mais pour suivre la vertu et la connaissance. Voilà, qui est très clair. C'est un passage d'apparence simple, qui est un enveloppement aristotélicien d'abord, puisque la question de vivre comme des brutes revient à la question strictement aristotélicienne de base, que l'on trouve dans l'Éthique et Nicomaque, qui est un texte fondamental que Dante connaît parfaitement, qui est l'idée que dans le champ de l'humanité se distinguent deux espèces d'hommes qui sont les deux bornes du genre humain, qui sont d'un côté les brutes, qui sont quasiment des animaux, ils ont la raison en puissance, et ce terme de puissance, on va le garder. Et on va se demander ce que c'est. Parce qu'avoir la raison en puissance, ça veut dire qu'ils n'actualisent pas la raison. Ils parlent un peu, ils ne sont pas complètement des animaux, mais ils ont la potentialité de la raison. Et il y a ceux qui actualisent la raison. Et ceux-là, ils sont quasi divins. Ça donnera ad intellectus sanctus des grands docteurs de l'université. Au milieu, il y a vous et moi, tous les autres, à des échelles différentes, etc., selon des degrés d'actualisation de la connaissance. Donc ici, bon, on n'est pas fait pour vivre comme des brutes, pour vivre finalement selon cette quasi-animalité, mais poursuivre la vertu et la connaissance, et c'est ça qui serait notre semence. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de semence? Et si l'on veut un petit peu comprendre de quoi il s'agit, alors il faut voir que la notion de semence va nous orienter déjà sur un vocabulaire multiple, parce qu'il sème. Il sème est un problème que l'on trouve
à l'époque de Dante, qui faisait partie de la guilde des médecins et des apothicaires, qui cite Taddeo Alderotti, le grand médecin florentin de son temps, notamment dans le Convivio, qui connaît très bien les textes des grands médecins arabes, notamment Avicenne, dont il puise évidemment de nombreuses inspirations, comme beaucoup d'auteurs de son époque. Et donc, il sème, mais si l'on regarde la littérature médicale, c'est la semence au niveau de l'accouplement, donc une question qui a été débattue depuis Aristote, mais plus particulièrement dans le néo-galénisme, dans le galénisme puis le néo-galénisme, sur la question justement de comment se produit au niveau biologique l'individu humain à partir d'une semence. Avec toute une discussion, c'est l'homme qui apporte la semence, la femme n'est que matière. Donc on va retrouver des catégories métaphysiques sur lesquelles je vais essayer de m'expliquer un petit peu pour que tout ça soit un peu plus clair. De toute façon, on ne va lire à peu près que 5-6 vers, et on va essayer de comprendre 5-6 vers, donc normalement, on devrait pouvoir s'en sortir, même si les liens hypertextes sont infinis. Donc, il faut voir que, qu'est-ce que c'est que notre intellect? Alors notre intellect, on a l'impression que c'est quelque chose de dématérialisé. Le problème essentiel de la connaissance, qui vaut toujours aujourd'hui, qui est l'interrogation fondamentale, qu'on trouve, qui est aussi l'interrogation de Kant, comment se fait-il que mon cerveau immatériel, mon esprit, quelque chose qui n'est pas physique, peut percevoir une réalité physique? Comment ça se fait que ça marche? Ça paraît naturel, on le fait, mais il y a des objets matériels et une entité immatérielle peut les saisir. Comment ça se fait? C'est ça que cherche la gnoséologie, toute la théorie de la connaissance, que l'on va tenter d'essayer d'élucider à partir de toute une histoire de l'intellect qui commence dès le début de la philosophie. On ne va pas refaire, on va un gros trait, parce qu'on n'a pas le temps. Mais si l'on regarde la manière dont Dante va considérer cet intellect, j'ai pris un passage du Convive, je sais bien ce qui s'affiche, c'est bon. Notre intellect, par le défaut de la vertu dont il tire ce qu'il voit, qui est une vertu organique, alors première chose, notre intellect, il avait l'air formidable. En fait, nous sommes des intellects dépréciés, parce qu'en réalité, nous sommes dans des organes, donc vieille thématique d'origine néoplatonicienne, puisque c'est le fameux jeu de mots fondamental de Platon, c'est ma soma, le corps est un tombeau. Donc notre esprit est tombé dans cette entité organique. Alors Dante ne connaît pas Platon, parce qu'on ne connaît que par ouï dire, les textes de Platon reviendront beaucoup plus tardivement, donc c'est un auteur connu uniquement par de très rares bribes à son époque. Mais il y a l'idée que cet intellect est dans un corps. Donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire que notre intellect est déjà en défaut. Nous ne sommes pas des anges. Les anges sont des intelligences, de purs intellects. Eux n'ont pas de corps, d'ailleurs ils n'ont pas besoin de parler, chez Dante, puisqu'ils voient directement les uns dans les autres. Donc eux ils ont un mode de connaissance absolument parfait. Comme nous aurons nous-mêmes, lorsque notre corps, parce que nous avons un corps, donc nous aurons même un corps après la mort, un corps glorieux, un corps beaucoup mieux, j'espère, en tout cas, plus maigre, en tout cas un corps plus parfait qui nous permettra de voir directement Dieu. Et donc, notre problème, c'est le corps. Donc, c'est parce que l'on est dans une vertu organique. Et alors, le terme de vertu, chez Dante, est un terme extrêmement complexe. Parce que si on fait si on analyse un petit peu la manière dont son époque va traiter la question du mot virtu, on se rend compte qu'on va être articulé à une multitude de problématiques. Parce que virtu peut désigner la puissance, donc peut être hérité du vocabulaire métaphysique, puissance et acte, qu'on trouve chez Aristote. Il peut aussi désigner des vertus organiques, c'est-à-dire on va pouvoir penser à la vertu formative, qui est quelque chose qui va permettre de former les organes dans le développement embryologique. Donc c'est un mot qui n'a pas un seul sens, c'est un mot valise dans lequel tous les champs disciplinaires se retrouvent. Ils disent des choses qui sont toutes similaires et qu'on va pouvoir essayer de réarticuler autour d'un sens commun, mais qui sont toutes dites selon des champs différents. Et la force de Dante, elle est là, c'est ça la poésie, c'est ça le lien. On en a beaucoup parlé, cette figure de lien, Bruno a repris l'histoire des voyelles, et qu'est-ce que c'est qu'un auteur? C'est faire le lien, et Dante fait aussi le lien des sciences. C'est-à-dire que en disant virtu, il dit aussi toutes les sciences. Il dit une pensée de la force, la vis. Il dit une pensée de l'homme, il dit le vir. Il dit une pensée de la puissance, cette potentia, qui a été la traduction de la dynamis. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, notre défaut, c'est l'imaginatif, c'est-à-dire qui est une vertu organique, c'est-à-dire l'imaginatif, ne peut s'élever vers certaines choses, car l'imaginatif, qui n'en a pas les moyens, ne peut l'aider, comme les substances séparées de matière. De celles-ci, nous pouvons avoir quelques notions, mais nous pouvons avoir quelques notions, mais nous ne pouvons ni les comprendre, ni les saisir parfaitement. Donc,
Là aussi, on ne peut connaître que les choses qui sont dans la matière. Pourquoi? Ça, c'est une tradition aristotélicienne classique. Comment est-ce que se produit la connaissance? Je reçois dans ma connaissance, d'abord par la sensation, quelque chose qui est un composé illémorphique de matière et de forme. La connaissance est un filtre séparateur déjà dans la sensibilité, puisque la vision a un premier filtre séparateur qui est le diaphane, qui laisse la matière à l'extérieur. Je vois le bois de la table, mais il ne rentre pas comme bois. Il y a un second filtre séparateur au niveau du toucher chez Aristote, par exemple, entre la peau et mon toucher, il y a une pulpe qui est un milieu séparateur qui permet de laisser le bois à l'extérieur. Mais je sens que c'est du bois. Et donc, je reçois une forme, je laisse la matière à l'extérieur. Puis l'imagination en fait une image, je le transforme encore une forme, et de forme en forme, je formalise de plus en plus jusqu'à obtenir quelque chose qui est un universel, un concept, par exemple le cheval qui est une pure idée, qui est une pure notion, qui n'est aucun cheval individuel, mais qui est tous les chevaux possibles, justement, et c'est ça qui permet d'avoir une pensée abstraite et universelle. Donc le processus de l'abstraction est un processus qui me permet de voir que la perfection, finalement, vient d'une abstraction. Je ne vois dans le monde que des choses triangulaires, mais par simplification, par abstraction, je déplace cela dans une notion qui est le triangle. Et donc, contrairement à Platon qui pensait que les idées sont séparées, les idées sont le résultat d'un processus de la connaissance qui est en partie organique, qui est en partie issu de la sensation, qui est étudié par Avicenne dans son fonctionnement strictement organique dans ses traités de médecine, qui là encore sont très bien connus par Dante. Alors on arrive au texte qui m'intéresse, sur lequel on va voir un petit peu le début de cette connaissance, comment ça marche cette connaissance. Et on voit que Dante nous dit dans le Purgatoire, au chant 18, donc toute forme substantielle qui est distincte de la matière, tout en lui étant unie. Alors ça c'est la problématique de la forme substantielle. C'est-à-dire que la forme substantielle, alors bon, il y a une grosse histoire des formes substantielles, là je ne veux pas avoir le temps, mais disons que si on veut la définir en un mot, j'aime pas faire ça, mais bon, mettons que ça marche, c'est une puissance d'action. C'est-à-dire que la forme substantielle, c'est ce qui permet, disons, de substantialiser la chose. Par exemple, pour un homme, la forme substantielle, c'est l'âme. J'ai un corps, mais c'est l'âme qui est la puissance qui me permet, la force qui me permet de substantialiser l'ensemble de mon être, et quand mon âme n'est plus là, mon corps, on voit bien, se disloque parce qu'il n'a plus cette substantialité. Donc la forme substantielle, c'est une forme en fait substantifiante. C'est pas du tout une notion aristotélicienne, en fait, c'est vraiment un acquis thomiste, enfin bon là c'est une longue discussion, donc on va passer. Bon. Donc qui est distinct de la matière tout en étant unie, ça c'est le problème de l'union, problème qu'on retrouvera chez Descartes, c'est-à-dire comment la forme et la matière sont-elles unies? Est-ce que Dieu a uni les choses, ou est-ce qu'il y a une autre manière de penser cette union? Parce qu'à l'époque, il y a toute une querelle autour de l'aristotélisme. Il y a toute une querelle qui vient d'une discussion, notamment on trouve ça beaucoup en lutte chez Thomas, parce que Thomas attaque beaucoup ce qu'il appelle le juif Avicébron, qui est une construction mentale qu'il produit lui-même. Il invente un auteur, un juif Avicébron, qui existe, hein, c'est Salomon ibn Gapirol, qui dit pas du tout ça, mais qui aurait pensé une horreur sous prétexte que Aristote, qui dit tout et son contraire, notamment dans le livre Delta de la métaphysique, qu'on appelle le livre des acceptions multiples, parce que tout mot peut dire quelque chose et son contraire. Dit la matière, la forme, pardon, le genre est plutôt forme, et la forme est plutôt acte. Mais on peut dire aussi que la matière est genre. Dire que la matière est genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière est le genre, et donc que la forme est la différence. Dire que la forme est le genre, ça veut dire que la forme est quelque chose qui donne l'unité générique, et que la matière, finalement, est dominée par la forme. Alors ça paraît un petit peu abstrait, mais c'est très concret. C'est-à-dire, par exemple, dire que la matière est genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'être, au niveau métaphysique, c'est une matière. Et cette matière fait émerger des formes. Donc les formes adviennent à une matière, et cette matière est le principe actif. Et ça, bien sûr, c'est du matérialisme. Et ça, bien sûr, c'est l'horreur. Ça, c'est Épicure, c'est tous les horribles. Donc il est hors de question de dire que la forme peut venir de la matière. Il faut absolument que la forme vienne de l'extérieur, et c'est là où Thomas d'Aquin revient dans l'idée des formes substantielles, c'est-à-dire Dieu crée la forme substantielle. Mon âme, elle est créée directement, elle n'est pas éduite de la matière. D'où l'étonnement qui nous saisit quand on lit les textes de théologie du Moyen-Âge, parce qu'au milieu, il est traité d'embryologie. Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi est-ce qu'on fait un traité d'embryologie au milieu d'un traité de théologie? Pour expliquer que, attention, l'embryon se développe,
Mais en réalité, on a l'impression dans son développement que progressivement, il produit un être rationnel. Non, 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 non. C'est pas du tout naturel. C'est Dieu qui envoie des formes substantielles à chaque instant pour assurer que, d'abord, il est un peu comme une éponge, comme dira Dante, et puis après, il développe des membres, etc. Mais chaque fois, c'est Dieu qui envoie une forme substantielle. Il est hors de question de dire qu'il se développe par soi, parce que s'il se développe par soi, on n'a plus besoin de Dieu. Alors, revenons à notre texte. Toute forme substantielle qui est distincte de la matière tout en étant unique contient en soi une vertu spécifique, donc on retrouve cette vertu. C'est quoi cette vertu? Bon, c'est toujours pas bien. Qui ne peut être perçue si elle n'œuvre pas. Ah, c'est une puissance. C'est-à-dire, c'est une capacité de. C'est-à-dire, si elle ne devient pas une actualisation, on ne la verra pas. Donc, c'est une simple possibilité, c'est une virtualité. Cette virtualité, elle ne se voit que dans l'opération. Donc, on n'en verra que des résultats, qui ne se manifeste jamais autrement que par son effet. Comme la vie dans une plante se révèle par des feuilles vertes. Il faut avoir un œil partout. Alors, ici, la plante. Que vient faire la plante dans cette histoire? Parce qu'on se rend compte que tout d'un coup, quel est le statut du com? Quel est le statut du com? C'est une image, c'est un poète, il fait des images, il fait des métaphores, donc tout ça n'est pas très sérieux. C'est pour illustrer. C'est très sérieux, c'est une analogie, c'est pas une métaphore. C'est-à-dire que l'être est force, l'être est puissance, et l'être se manifeste dans ses effets. Aussi bien chez les hommes que chez les plantes. Et il n'y a pas de différence fondamentale au niveau métaphysique entre le fonctionnement de la plante, le fonctionnement de l'animal et le fonctionnement de l'homme. Ils ne sont pas au même niveau de dignité. Mais ils sont tous des actualisations de virtualité qui sont contenues dans une sorte de création primordiale qui se révèle dans son actualisation. La plante, la semence, la graine n'est rien, et la graine révèle tout ce qu'elle est en fait virtuellement. L'embryon n'est rien, mais l'embryon révèle tout ce qu'il était virtuellement, qu'il soit animal ou qu'il soit humain. Et si l'on va avec Augustin, le monde lui-même n'est qu'un embryon qui se développe. C'est l'argument, évidemment, Augustin, primo-christianisme, on lui demande si ton Dieu est si parfait, il a créé un monde parfait, pourquoi y a-t-il des guerres et des morts? Et Augustin nous dit parce que il est encore jeune, vous ne voyez que le développement, c'est comme si on disait en gros, regardez cet enfant, ce n'est pas un homme, bah oui, c'est un enfant, mais le monde pousse. Le monde est en gestation et le monde est encore virtuellement la perfection, et pour l'instant, évidemment, il n'est qu'en chemin, il n'est pas encore à terme. Donc, l'homme ne sait pas d'où provient, je continue, la connaissance des premières notions, les priménotites, alors qui a beaucoup interrogé, c'est-à-dire ces premières notions, c'est les germes de la connaissance. On trouve un élément d'origine néoplatonicienne qui fait qu'on a en nous, notre intellect, cette virtualité, c'est quoi? C'est les premières notions, c'est-à-dire des germes de la connaissance qui sont... Alors il y a deux types de germes qui sont bien nous, la connaissance des premières notions, des priménotites, et l'amour des premières choses désirables, les primes appétibles, et qui sont simplement ce qui vous permet de développer le bien et le mal, et là aussi on va faire germer la moralité, comme on fait germer la connaissance. Qui sont en vous, comme est dans l'abeille la tendance à faire le miel. Alors attention, c'est une tendance, c'est une tension, il y a vraiment une force. C'est studio. Elle a tendance à faire le miel, oui. Mais justement, en gardant la question de la tendance, ça permet de voir que c'est cette idée de l'instinct. C'est-à-dire cette idée que l'animal va réaliser par lui-même un programme, qui est le programme naturel, parce qu'on retrouve finalement l'héritage aristotélicien, qui est les hommes désirent naturellement savoir, comme les animaux désirent d'une certaine manière, selon leur ordre propre, eh bien, réaliser la production instinctive, et ce sont des choses finalement qui sont des réalisations de soi, qui sont simplement comme les semences germent en quelque sorte. Et ce premier vouloir ne mérite pas la louange et le blâme, puisque finalement on ne le fait pas de manière rationnelle, de manière choisie, c'est pas un choix libre, c'est quelque chose qui est simplement le désir naturel de savoir. C'est ne pas le réaliser qui serait condamnable, puisque simplement notre nature nous fait aller vers ça. Alors si on cherche des textes qui nous permettent d'éclairer ces questions-là, on tombe évidemment sur Augustin. Augustin qui, dans la Genèse au sens littéral, écrit « Les germes ». Donc Sémina, en effet, offre quelques ressemblances avec cet ordre des choses, la création, à cause des développements futurs qui sont enfermés en eux. Toutefois, les causes dont je parle sont antérieures à tout germe visible. Et dans le De Trinitate, il dit «
Toutes ces choses ont déjà été créées originellement et primordialement dans une certaine texture des éléments, mais elles naissent quand les circonstances leur permettent. Car de même que les mères sont enceintes de leurs petits, de même le monde est enceint des causes des êtres naissants. Donc on a véritablement ici une gestation du monde. Donc il y a chez Augustin cette idée des raisons séminales, qui sont à la fois des raisons intellectuelles, donc on a dans l'esprit des raisons séminales des notions, qu'on va faire germer, qui est un élément néo-platonicien, un petit peu comme chez Platon, notre âme tombée dans un corps doit se ressouvenir du temps où elle a vu les idées, qui prend une coloration un peu différente dans le néo-platonisme, et ces idées vont germer, ce sont des semences, et on doit les cultiver, et c'est ça qui fait notre connaissance. Et c'est la même chose pour le monde, puisque le monde lui-même est en gestation. Ce qui fait qu'on se rend compte ici que l'on a toute une relecture de l'aristotélisme qui va passer par une relecture augustinienne. C'est-à-dire quelque chose qui va être très intéressant à regarder du côté justement de cette puissance. Cette force, cette tension, cette tendance, c'est pour ça que je garde le terme de tendance, effectivement, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une virtualité, mais que la virtualité n'est pas morte. C'est quelque chose qui est une longue discussion de l'aristotélisme. Parce qu'au départ, Aristote dit, pour que l'être en puissance puisse devenir en acte, il lui faut un être déjà en acte. Son modèle, c'est le sculpteur. Dans le bloc de marbre, il y a en puissance la statue d'Athéna. Mais le bloc de marbre, il a tendance à pas réaliser la statue d'Athéna, il est un peu bloqué. Voilà. Il est bloqué, on dirait en français. Comment on fait pour que la statue d'Athéna vienne? C'est l'analyse des quatre sens de la causalité chez Aristote, je passerai très vite. Il y a la causalité matérielle, c'est le bloc de marbre, et il y a la causalité formelle, c'est le sculpteur qui, dans son esprit, a la forme de la statue d'Athéna qu'il veut réaliser. Il y a la causalité efficiente, c'est le sculpteur lui-même qui, par son opérativité, va permettre de faire passer la forme qu'il a dans la tête, dans la matière de la statue. Il y a la cause finale, qui est son objectif, c'est la statue d'Athéna effectivement réalisée, au terme du processus de sculpture. Bon. D'accord, mais ça, c'est pour l'inanimé. Mais pour l'animé. Et en fait, Aristote a tendance à penser la dynamis, qui est la puissance, sous la forme du taux d'une atome, qui est le possible. Et pour lui, la puissance, c'est comme le possible. C'est-à-dire que s'il n'y a pas fécondation, par exemple, d'une poule par un coq, l'œuf ne pourra pas donner un poussin. Parce que c'est le mâle qui donne la semence, c'est le mâle qui donne l'acte, c'est lui qui donne la forme. La femme, j'en suis désolé, n'est que matière, donc elle ne peut rien faire, toute seule. Et pourtant, Aristote a un problème. C'est les œufs du zéphyr, les œufs clairs, dont il parle dans l'histoire des animaux. Il se trouve qu'il y a des œufs, il n'y a pas eu fécondation par un coq, et pourtant un début d'embryon commence dans cet œuf. La matière autoproduit quelque chose, alors ça ne fera pas un poussin. Ça fait un début d'embryon, c'est pas parfait, pourtant quelque chose s'autoproduit. Et les médecins arabes vont beaucoup s'intéresser à ça, ils vont beaucoup travailler sur la question de la mutation de la puissance. Je fais un bref résumé, parce qu'évidemment c'est toute une histoire qui prend des siècles, mais on trouve ça au XIIe siècle, dans des textes qui vont beaucoup circuler, dont Dante va avoir connaissance, qui sont des textes qu'on attribue à Averroès, par exemple, à cette époque-là. On va distinguer deux sens de la puissance. Il y a une puissance qui est une capacité d'actualisation, on pourrait dire purement une possibilité. C'est la puissance de la statue d'Athéna dans le marbre. Il y a une puissance force. Une puissance qui doit s'actualiser. C'est ce qu'on trouve dans des textes, par exemple du pseudo-Averroès, quand dans le traité de la béatitude de l'âme, d'ailleurs, qu'on a longtemps attribué, jusqu'en 2000 d'ailleurs, à Averroès, qui en fait est, bon, d'un auteur Z, parce que c'est difficile à identifier qui c'est vraiment, mais bref, peu importe, qui dit il y a des puissances qui imposent par elles-mêmes leur propre actualisation, donc qui sont ce qu'on pourrait appeler, pour faire une différence, des forces ou des virtualités. C'est-à-dire c'est des puissances, mais c'est des pouvoirs-être qui sont des tensions vers l'existence. On retrouvera ça chez Leibniz, quand il pense le possible, quand il dit tous les mondes possibles ont une protension à l'existence. Ils tendent à l'existence, mais il faut que Dieu les crève pour qu'ils puissent exister. Donc la réflexion sur le possible continuera et va être immergée dans la logique leibnizienne par la suite, justement, mais c'est une autre histoire. Donc, cette idée, justement, que la puissance, la virtu, ce possible, puisse engendrer de lui-même une existence, est contenue dans ces textes, et en se mêlant à l'héritage augustinien, amène à l'idée que la semence, elle peut auto-germer, elle peut s'auto-produire. Et ça, c'est fondamental, parce que tout d'un coup, il y a la possibilité, justement, de penser, on en trouve chez
des ô combien classiques, Albertus Magnus, il y a 2 fois Albert dans mon titre, dans sa physique. Donc, nous avons dit plus haut, lorsque nous parlons de l'être en puissance, nous ne comprenons pas seulement le sujet, mais aussi la puissance formelle, qui est une privation à partir de laquelle la forme reste capable d'actualisation, et cette forme, qui est déduite de la puissance, est essentiellement une disposition persistante dans la matière, mais de façon confuse et indéterminée. Alors Albert est toujours particulièrement clair. C'est un mélange, en fait, il hérite de tellement de traditions que parfois ces textes sont un petit peu obscurs, mais justement, il amène, alors il a toute une théorie, qui est la théorie de l'incoation des formes. Pour lui, les formes existent dans la matière, mais de manière incoative, c'est-à-dire comme des germes, et elles se développent, et donc la matière voit germer des formes. Alors, son élève Thomas d'Aquin, évidemment, vient donner des coups de fouet de tous les côtés, un bon coup de forme substantielle, non, n'écoutez pas le vieux, ça ne va pas du tout, on va retomber dans du matérialisme, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Donc la théorie des formes substantielles de Thomas d'Aquin sera un moment extrêmement important, avec lequel devra se positionner tout l'âge moderne, tout l'âge classique. Est-ce qu'on conserve ou est-ce qu'on rejette les formes substantielles ? C'est pour ça que Descartes, quand il rejette les formes substantielles, est bien gêné, parce que qu'est-ce qui fait perdurer ces choses? Il est obligé de radicaliser la création continue, mais c'est encore une autre histoire. Donc cette matière, si on reprend le texte aristotélicien, la matière est puissance. Il faut voir qu'on a dans un cadre la puissance, la capacité de, la matière, qui est capacité de, la femme, qui est capacité de, qui est l'équivalent de la matière. Donc ça, c'est ce qui est le domaine du possible. Et il y a de l'autre côté l'acte, enfin la forme face à la matière, il y a l'acte qui est la réalisation de la puissance, il y a l'homme qui correspond à l'acte. Bon, il y a l'acte pur, bon, il n'y a pas de puissance pure, bon, bref, il y a évidemment de multiples catégories. Donc cette matière semble complètement déconnectée de l'acte. Maintenant, si on pense que cette matière est grosse des formes, eh bien on se retrouve face à quelque chose d'autre. On se retrouve face à ce moment du convivium. C'est-à-dire que quand la semence humaine tombe dans son réceptacle, c'est-à-dire dans la matrice, elle porte avec elle la vertu de l'âme générative, et la vertu du ciel, et la vertu des éléments liés. Alors zut, maintenant on en a 3. C'est-à-dire que, d'accord, on a la vertu de l'âme générative, donc ça on comprend, c'est la puissance active qui vient du mal, c'est la semence du Père, c'est l'être déjà en acte, ok, bon ça c'est Aristote. Alors la vertu du ciel, alors ça c'est l'influence astrale, bon ça d'accord, c'est les causes secondes, c'est qu'il se trouve que l'astrologie influe aussi, donc cette germination des formes, elle est tirée parce que la rotation des astres crée une influence qui permet, en fonction de notre naissance et de la cartographie zodiacale, d'avoir plus ou moins d'actualisation de cette puissance, puisqu'on reçoit finalement la même puissance humaine, mais on ne la reçoit pas au même endroit, dans les mêmes circonstances, dans une même matérialité. Et donc c'est ça qui différencie Dieu. Donne la même forme, tous les hommes sont des hommes, mais certains sont avec des corps plus ou moins aptes à la connaissance, dans des lieux, on dira plus ou moins proches des universités, ça sera plus ou moins facile, si vous êtes loin de l'université, d'avoir accès à la connaissance, surtout à l'époque. Et selon évidemment des moments où les angles d'incidence des rayons sont plus ou moins forts, si Vénus est au zénith, si c'est Mars, ou si c'est le Soleil, vous n'êtes pas forcément le même. Donc ça, ok, mettons. Et la vertu des éléments liés. Alors celle-là, bon, c'est une vertu matérielle, c'est-à-dire que les éléments, quand ils se mélangent, ont une puissance particulière. Eh bien oui, ça c'est un élément stoïcien qui vient s'imbriquer là-dedans. C'est-à-dire la complexion, ce qu'on appelle la complexio, qui est très classique. Alors on a beaucoup de traités d'études sur la complexion, notamment chez les médecins de son époque. Et elle mûrit et dispose la matière pour la vertu formative. Donc on a une nouvelle vertu, celle-là c'est vraiment celle qui amène la forme, c'est-à-dire que la vertu de l'âme générative est complétée par véritablement cette vertu formative qui est celle de l'âme du géniteur. Donc là on a un lien direct avec la paternité. Et la vertu formative prépare les organes pour la vertu céleste qui produit l'âme vivante à partir de la puissance de la semence. Donc on a bien une semence qui a une puissance, mais la puissance n'est pas une dynamis, c'est pas la puissance du marbre. C'est une puissance qui déjà tend à avoir une vertu de s'auto-actualiser et qui est engendrée, incluse dans un processus de germination. D'où le fait que dans le purgatoire, on a un traité d'embryologie. Puisque donc nous dit, la vertu active fait d'âme semblable à celle d'une plante, on retrouve notre plante, mais différente.
car cette dernière a déjà accosté, tandis que l'autre est en chemin. C'est-à-dire que dans la germination de l'embryon, le moment où je ne suis qu'une plante, il dit une éponge marine, c'est par la fin, le moment où ce qui devient une éponge marine, et le moment où je ne suis qu'une plante, pour la plante, bon ben c'est la fin. Pour l'homme, c'est un moment. Ensuite, on devient, tandis que l'autre est en chemin, œuvre ensuite tant et si bien que déjà elle se meut et sent comme éponge marine. Donc je suis dans le degré supérieur, c'est-à-dire que je passe au niveau de l'éponge. Je ne suis toujours pas un humain, je suis une éponge. Mais il reste de l'espoir parce que je n'ai pas fini. Donc la gestation, alors que si c'est l'éponge, bon, par contre, c'est fini. Et de là, elle entreprend l'organisation des facultés dont elle est la semence. Maintenant, s'étend, se dilate, fils, la vertu issue du cœur du géniteur, là où veut la nature pour former tous les membres. Donc on se rend compte qu'on a ici la semence, dans son expression purement biologique, qui permet de produire l'individu humain à partir d'une puissance de la matière. Alors bien sûr, il y a la vertu céleste qui va jouer, bien sûr, il y a une actualisation par la forme, mais la dimension biologique joue un rôle fondamental. Ce qui permet de voir que si on cherche à comprendre notre terme de semence, eh bien, on se rend compte que le terme de semence, c'est quoi notre semence maintenant ? Eh bien, notre semence, c'est notre puissance, notre capacité de. C'est quoi notre capacité de ? Notre capacité de, c'est notre capacité biologique, d'être des hommes. Il y a un élément fondamentalement organique, matériel, et là on a tous les traités médicaux. Mais c'est notre puissance de connaître, parce que nous ne sommes pas que de la matière, nous ne sommes pas que des plantes, nous ne sommes pas que des abeilles. Nous avons des premières notions qu'il va falloir développer, et bien sûr, une moralité des premiers appétiples, c'est-à-dire le bien et le mal qu'il va nous falloir développer. Donc il y a une dimension éthique, il y a une dimension gnoséologique qui est celle de la connaissance, c'est ça qui est dans notre sème. Et ce sème, il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin parce que justement c'est une puissance, c'est une force. Et s'arrêter à l'homme, ben finalement, c'est déjà s'arrêter au milieu du gué. C'est pour ça qu'il y a cette nécessité finalement d'étendre la dynamique au maximum. Si nous sommes puissance, si nous sommes pouvoir-être, alors l'humain, cette fois-ci, doit rompre avec l'aristotélisme, avec le néoplatonisme, avec finalement l'idée que ça y est, quand je suis né, je suis homme, et ça y est, tout est fait, rien n'est fait. Parce que maintenant, le dernier écueil et le plus difficile à franchir doit arriver, c'est le trasomanar. C'est-à-dire que maintenant, il faut se transhumaniser. C'est-à-dire que maintenant commence le vrai travail de la vraie puissance humaine. Être homme, finalement, c'était notre destin biologique, notre semence, eh bien, c'était pas ça uniquement. Ça, c'est finalement, on va finir comme des brutes. Peut-être des brutes qui connaissent un peu, peut-être des brutes intellectuelles, peut-être des professeurs de philosophie comme moi, mais on est encore loin de la transhumanisation, parce que c'est ça le dernier développement de cette puissance. Et donc Dante, c'est ça, pour moi, et c'est ça la force de cette poésie qui est une philosophie, c'est une philosophie de la puissance, du pouvoir-être, une philosophie finalement d'une dynamique fondamentale de l'être qui fait que, sur les bases d'un aristotélisme, une philosophie extrêmement classique, on a un héritage totalement nouveau, totalement dynamique, et qui, à mon avis, donnera finalement certaines raisons de penser aux âges qui vont suivre, et notamment aux théories de la force qu'amènera la dynamique du XVIIe à partir de Leibniz et jusqu'à la volonté de puissance de Nietzsche. Mais là encore, c'est une autre histoire. Et je vous remercie.